Ouais, c'est la sculpture oreille. Ouais, ça accroche au lobe, hein, vraiment, hernie cervicale. Bonjour à tous, on se retrouve. Putain, le nouveau micro! Ah, j'ai pas le temps là, je suis un vrai youtubeur là. Petit disclaimer, putain, je suis vraiment un youtubeur là, j'ai le jargon là, ça y est. Mais je vais pas faire un défilé de tendances au sens classique, juste expliquer un peu ce que ces tendances disent du moment que traverse la mode et pourquoi en fait elles prennent ces formes là précisément aujourd'hui et demain. Beaucoup d'observations, de recherches et pas mal d'intuition aussi. Donc on va tout de suite foncer et lire cette quote. A return to fashion would be great for this industry. Not one mega trend, but fashion, color, fun, party, elegance, femininity. Du coup, le CEO de Lux Experience, une multi-brand digitale, Michael Kliger, je ne sais pas. Vu le contexte en fait écologique, économique, géopolitique, parfois anxiogène quoi. Ce qu'il souhaite, c'est qu'il y ait des terrains de jeu encore joyeux et légers dans l'expression de soi, et ça passe par la mode, le vêtement, toutes les collections pré-fall qui sont sorties. Et or, on oublie souvent que les collections pré-fall, bah, comme la collection Resort, c'est des saisons intermédiaires entre fall-winter et printemps-été, franglais mélangé. C'est plus de neutre. Collection commerciale dit donc bah, il faut vendre, donc c'est plus des intemporels, des pièces qui vont durer dans le temps parce que c'est celles qui seront plus longtemps en boutique, logiquement. Et bah, c'est vrai qu'on peut être parfois un peu déçu de la colorimétrie qui est un peu réduite, la palette est très réduite, mais c'est là que du coup je vais venir à mon cahier de tendance, je vais dire, qu'on a beaucoup de couleurs élémentaires, de couleurs primaires qui sont arrivées par touche, voire parfois plus. Donc c'est parti, j'ai segmenté par un peu colorimétrie, vous allez voir. Là, du coup, on commence avec le bleu cobalt, mais ça a clairement dominé cette saison, hein. On a un bleu profond. Je veux dire, j'adore décrire les couleurs, hein, donc là, on va décrire. Mais c'est un bleu profond, c'est vrai qu'il est dense, il est un peu électrique, et on le retrouve, bah voilà, soit en total look, par petites touches, du coup un peu franches, mais c'est vrai que c'est pas un bleu qui est décoratif. Et donc là, le bleu, c'est vrai que pour info, c'est la couleur préférée des Européens. Et parce que il a longtemps été présent bah, dans les vestiaires masculins. Euh, que ce soit dans des déclinaisons des tons plus restreints et surtout bah, dans des costumes classiques. C'est toujours le bleu était initialement une couleur d'un classicisme, d'une austérité, d'un symbole d'une retenue, dans la mode masculine, je dirais surtout. Et dans la mode féminine, c'est vrai que là c'était déployé en de nombreuses nuances infinies quoi. Il y a Victoria Beckham au centre là, avec ce manteau à col cheminé. Bella Hadid, sublime cette femme, mais qui du coup a dévoilé un look Saint-Laurent par Anthony Vaccarello, issu du coup de la collection Croisière, donc Resort 2026. Et c'était un top col lavalière, je dirais, bleu cobalt. Donc pour la promotion de la nouvelle série de Ryan Murphy. The Beauty, putain, c'est fou, par contre, elle devient toute actrice, hein, c'est terrible. Une hécatombe. Après, bon, Bella Hadid, pour moi, elle a le passe. Le rouge carmin, qui fonctionne un peu dans cette même logique, je dirais. On sait que le rouge est issu de la même racine latine, ça c'est pour info, hein. Je me l'étais noté depuis longtemps là. Non, mais c'est la même racine que robuste. En fait, c'est la couleur de l'autorité, dans toutes ses facettes, je dirais. Celle du diable aussi, des sorcières qui étaient revêtues de rouge. Kido, ça me fait penser bah, à la robe du magistrat, des inquisiteurs, du bourreau, des cardinaux, aussi de la cape de Napoléon, même si c'était une cape pourpre. Aussi des soldats depuis l'Antiquité, c'est l'étoile et le foulard d'ailleurs des troupes communistes. Vraiment, je fais un cours historique, mais soviétique du coup révolutionnaire. Bon, je suis moi-même un peu de gauche, donc c'est peut-être pour ça que je connais. Et il y a un clin d'œil, je sais pas si vous voyez ici, vers la gauche, donc à côté d'Eva Victor qui était aux Golden Globes avec cette robe rouge magnifique. Je crois que c'était pas Ferragamo, Ferrari, il me semble, si je me trompe pas. Peut-être que je me trompe, hein. Mais à côté, vous voyez cette peinture, c'est une peinture de Jean-Siméo Chardin. Et en fait, je l'ai mise parce que c'était un clin d'œil dans le défilé Dior de Jonathan Anderson. Solaire, dense, presque minéral. Jaune lui, bah, c'est vrai qu'il apparaît comme une couleur un peu paradoxale ici. Pas ce jaune naïf, très joyeux, au premier degré. Il irradie, c'est vrai, les manteaux, les vestes. Je vais se regarder, hein, mais qui sont souvent travaillées bah, dans des matières du coup très sophistiquées, presque glacées là sur Dries Van Noten à gauche. Mais par contre, nuance. Regardez du coup à gauche, j'ai mis quand même Timothée Chalamet et une pièce du coup de la collection Givenchy par Sarah Burton SS26.
Là, on était vraiment sur ce jaune beurre qui a cartonné l'année dernière, enfin fin 2024 jusqu'à début 2025. Ce que je veux dire, c'est qu'il est beaucoup plus franc en fait. Ici, euh, c'est plus un jaune citron, le citron que tu achètes au Franprix. Il est clair sans réchauffer totalement. C'est ça pour ça que je veux dire qu'il est un peu artificiel. Il capte l'attention, mais il reste contrôlé. Il est plus conceptuel en fait qu'optimiste, qui est du coup la valeur typique de ce jaune, contrairement aussi à ce jaune beurre qui est beaucoup plus doux cette fois-ci. Moi je pense à Hailey Bieber. Je sais pas si vous vous souvenez. C'était, elle avait fait une déclinaison gros citron avec son nouveau soin, je sais plus parler, mais son nouveau soin pour les lèvres, Rod, du coup, il s'appelait le Lemon Timmy. Une causalité qu'on ne peut pas nier. Après, il y a framboise chimique, ou alors vu sur Pinterest, Hot Raspberry. Moi, j'appelle ça une cerise néon ou une framboise électrique, hein. On est vraiment entre le magenta, le fuchsia, le rose tyrien. C'est une couleur chaude, très saturée, qui se situe entre quand même le rose et le violet. C'est très lumineux, très vibrant. Je déteste ces faux mots, mais bon, bref, c'est vrai, hein, c'est vibrant. Et non, mais du coup, ça fonctionne pas en finition, je dirais brillante. Là, j'ai mis quand même des tons, enfin des finitions mates, mais là, vous voyez la finition laquée. Donc, ouais, c'est Céline, je crois. Ouais, c'est Céline que j'ai mis. Et ça devient très vite très pop, quoi. Très pop, très girly, très expressif. Alors que du coup, en finition mat, on gagne quand même en sophistication, en puissance graphique. Et ce qui est intéressant, pourquoi je trouve que cette couleur, elle est un bon entre-deux, entre ce rose néon et le magenta, parce que le magenta, c'était la couleur de l'année 2023, si vous vous souvenez. Porter ce type de coloris très audacieux, quoi. On montre qu'on a de la personnalité, on a une énergie quand même qui est assez créative, et une identité qui est forte, quoi. On se cache pas. En fait, j'aime bien dire les symboliques parce que pour moi, justement, ces couleurs, elles sont fortes de symboles. En fait, aussi, comme pourquoi je choisis cette couleur ce matin. C'est vraiment ça que je veux dire. Si on prend du recul, ces couleurs très pigmentées, elles racontent quelque chose d'important parce qu'elles traduisent un besoin de pétulance. Nouveau débloqué. Après plusieurs saisons, justement, où tu es dominé le beige, le grège, le gris, le noir, il y a une reprise de souffle, je dirais, visuelle. C'est un peu imagé. Mais ouais, il y a quand même une tentative de sortir de la mode, de sa tiédeur. C'est ça qui fait du bien, un peu d'intensité émotionnelle. En parallèle, on a quand même, du coup, une présence qui est toujours massive de couleurs sourdes. On commence tout de suite avec un violet profond, qui est entre quand même le parme, l'aubergine, la violine. C'est une teinte froide quand même qui est tempérée, pas trop, elle est quand même assez saturée, mais assombrie, je dirais. J'aime très bien, en fait, en finition mat, en velours aussi. Pantalon velours aussi, j'en ai vu pas mal. Couleur très introspective, magnétique, ça évoque la nuit, donc ça se porte très bien justement dans une robe de soir. Et ça fait penser, Miranda Priestly sur le tournage de Diable Salut en Prada, elle était en Dries Van Noten, je crois sur le teaser en plus, il me semble de mémoire. Comme Pamela Anderson était dans une robe royale, violette, lors de la campagne presse de son dernier film. On a ce violet vaporeux, je dirais, lilas, qui sont des violets clairs pastel, longtemps restés boudés d'ailleurs par le monde de la mode, et tandis que justement ces teintes aubergines s'imposaient, mais occasionnellement, quoi. C'était pas non plus des floues. Ici, on a un lilas quand même qui est un peu plus digitalisé. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que lilas, c'est un truc très nostalgique. On me dit, oui, bon, allez, je vais faire du coloriage avec mes pastels. Donc c'est un truc quand même un peu enfantin. Pas juste un pastel doux, une teinte romantique, c'est une couleur de pouvoir tranquille. Parce que là, la Gen Z, elle a complètement adopté. En fait, elle s'en sert comme expression personnelle. Je vais un peu loin, hein, comme d'hab. Mais elle fait écho à la fois au monde très artistique, où le violet est très abordé, très apprécié, mais aussi aux espaces biophiliques, à l'art généré par l'IA. C'est pas juste une tendance couleur, c'est un shift idéologique, je trouve. En plus, ça s'accompagne dans la mode de l'évolution du gender fluide, qui devient maintenant un symbole de soft power. Ce lila dusty, c'est une douceur qui prend le contrôle. Donc elle est vraiment dans l'air du temps. Non, mais encore une fois, j'ai voulu mettre des carnations différentes pour voir, en fait, vous pouvez le porter, justement. Mon vert avocat que j'adore, c'est une teinte grasse que j'aime beaucoup. Grasse parce que déjà le fruit est gras. On est proche du citron vert, de la pistache. C'est une couleur quand même qui est chaude, qui est terreuse, moyennement saturée, je dirais. Ça tire d'ailleurs même vers le jaune brun. Et ce que j'aime bien, c'est que ça fonctionne particulièrement bien en finition mate, texturée. Ça accentue son caractère organique et végétal. Mais nutritive. Nutritive, j'ai choisi ce mot exprès parce que visuellement, ça s'associe à la nature, à la croissance, car c'est très régressif. Parce que, en fait, déjà, l'avocat, c'est pour ça que je l'ai nommé vert avocat, parce que ça évoque une forme de confort visuel.
Un avocat, c'est très doux en bouche. Et ça évoque aussi un exotisme évocateur justement de l'ailleurs, par la provenance de l'avocat. Pardon, cultiver de l'avocat en France, pas vu, pas pris en fait. Forcément, ça fait lien aussi d'engouement vers l'écologie. C'est aussi conjugué à l'esthétique science-fiction, qui a ce verre justement, ce verre qui peut faire un peu chimique, mais qui est au final quand même assez naturel. Plus aigu en fait qu'un verre bouteille qu'on connaît. Bah, c'est ça que du coup qui le rend un peu bionique. D'ailleurs, si vous êtes roux, franchement, mettez ce vert. Donc ouais, je pense que le vert est sur le point de... Enfin, ce vert avocat est sur le point de détrôner le noir. Je suis peut-être ambitieux, mais moi j'y crois. Bleu, glacé. On arrête tout de suite. Et entre le glitch digital et la nostalgie douce. Pourquoi? Parce que bah, en fait, ce bleu glacé, il est à la fois, il fait un peu argenté, comme un bleu clarifié. Vous savez, le beurre clarifié, c'est un peu ça. Il est très froid, mais il est aussi rassurant que le bleu layette, le bleu dragé. C'est vrai que le bleu, c'est tout de suite symbolique de, tu sais, la mélancolie, la sérénité. Comme la mer. La mer, il y a un truc très serein, en fait. Le ciel également. Il y a un truc de platitude. C'est un peu ça, le bleu. Je pense que la mode, justement, elle se dirige de plus en plus vers ces couleurs parce que on a besoin de calme, de reconnexion à la nature ou pas, mais d'apaisement intérieur. C'est pas un hasard, en fait, si ce type de pastel, en particulier ce type de bleu, sont de plus en plus présents en fait dans les pratiques de bien-être holistique, de wellness et de design en fait conscient. Et la psychologie d'ailleurs des couleurs, bah, elle est claire parce que les bleus doux, ça favorise le calme, la concentration, les états méditatifs. Visuellement, là, ce que vous voyez, c'est bah, ouais, dans des matières légères, murmurées, je dirais. Ça coule comme de la vapeur, quoi. C'est pour ça que j'ai mis des images un peu de nuages. En contraste, justement, ça marche très bien dans des silhouettes plus structurées, plus nettes qui ancre bah, cette couleur dans une sophistication contemporaine. Ça peut être à la fois futuristique, romantique, et c'est pour ça que j'ai mis, vous voyez là, Mona Tougar, c'est la nouvelle collection qui est sortie là, de J.W. Anderson. Bah, ça marche en fait très très bien aussi dans des pièces casual ou comme du knitwear quoi. Mon ocre jaune, teinte chaude, bah, qui est naturellement du coup désaturée entre le sable doré, l'argile sèche, le pollen. Ça fonctionne particulièrement bien d'ailleurs en finition mat, poudrée, crayeuse. C'est pour ça que j'ai mis l'image de l'ocre comme on peut se l'imaginer. Ça révèle du coup justement son caractère un peu terreux. En même temps solaire, mais sans devenir éclatant comme l'était le jaune citron qu'on avait tout à l'heure. Et visuellement, bah, c'est vrai que quand tu portes cette couleur, tu portes la matière brute, le paysage, donc un truc un peu chaleureux et presque archéologique, moi je dirais. En fait, ce visuel désertique qui peut être très élégant en fait. Ma petite prune mûre là, ma prune noircie, c'est une teinte sombre, chaude, froide, mais elle est assez équilibrée. On est quand même entre le violet brun, le bordeaux, une couleur qui est très dense, mat, en velours, en laqué, c'est magnifique. La beauté Gavetta, incroyable, je trouve, dans cette couleur. Une couleur quand même qui est luxueuse, il faut le dire. Il y a un truc très enveloppant, ça fonctionne par masse, je trouve. Et je dirais que c'est quand même plus une pièce du soir si on porte cette couleur. Il y a une élégance nocturne, c'est très sophistiqué. Un petit gris anthracite, que ouais, j'y crois. Bon, le gris, on le connaît, on sait que ce sera dans tous les vestiaires, mais je précise vraiment, là, le gris foncé, ça va cartonner, je suis sûr. Comment je parle cartonner, qui dit ça? C'est une teinte quand même qui est neutre, froide, faut le dire, hein. Très 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 désaturée. Bah, presque noir, quoi, mais c'est toujours lisible, hein. Ensuite, quand tu portes du gris, ça t'évoque tout de suite la robustesse, la fonctionnalité, côté business. C'est très, je suis fonctionnel, quoi. Je suis un homme structuré, donc c'est pour ça, ouais, le gris, de toute façon, ça absorbe les excès, hein. Moi, j'ai toujours dit, ça stabilise les palettes, ça donne une impression, ouais, bah, de rigueur, forcément. Il y a une esthétique quand même aussi un peu, ça peut être très très vite 60s. Je trouve et pourquoi? Parce que vous allez voir, le 60s, ça va apparaître. Mais il y a une esthétique ouais, très moderniste, très minimaliste. Je sais plus si dans Sévrance, il y avait du gris, mais ce gris comme ça, déjà dans les décos d'intérieur, c'est pareil, c'est intemporel, c'est chic. Sans pour autant être trop froid. Tout en haut, là, avec la barre noire, j'aimais bien faire ce côté liquide métal. Bah, ce gris, ça fonctionne très très bien. Tout de suite, la technologie, la modernité. Au coquille d'œuf. Là-haut, hein, la prédiction de Pantone du Cloud Dancer, couleur de l'année 2026. Bon, ça mérite d'ailleurs une digression. Enfin, moi déjà, je trouve cette couleur nulle à chiffre. C'est quoi? C'est une feuille blanche, un crayon blanc, aucun intérêt. Vanity Fair, justement, il disait dans un article, alors que depuis plus d'un an, l'administration Trump et les entreprises s'efforcent d'éliminer les programmes de diversité, d'équité et d'inclusion, tout en menant une politique de répression de l'immigration, il semble audacieux, voire déconnecté de la réalité, d'affirmer que le blanc sera la couleur de 2026. Moi, je peux pas être plus d'accord hein, là. Enfin, perso, je vois quand même un choix politique dans cette couleur, hein. Porter du blanc, déjà, oui, tout le monde l'a dit, c'est un signe de récession.
Bah, parce que oui, je pense qu'il y a un besoin d'un reset, une réponse thérapeutique, mais aussi, bah ouais, volonté d'aseptiser un peu la société, où la couleur, en fait, va disparaître de plus en plus. Et ouais, avec Trump, c'est un peu ça, hein. On n'est pas sur du beige, on est vraiment ce blanc chaud légèrement cassé, faiblement saturé, entre le crème et c'est très crémeux ou un ivoire pâle. Ça fonctionne idéalement bah, en finition mat, en satin très doux. Là, vous voyez, en volant chez Givenchy là à droite. Ouais, ouais, elle diffuse de la lumière sans contraste dur, c'est une couleur très naturelle en fait. Ça fait silencieux. C'est vrai que visuellement, il y a un truc un peu respirant. Elle fait du bien cette couleur et donc elle valorise très bien mais en fait, les matières, les volumes sans bah, jamais en fait dominer. C'est pour ça que je pense qu'elle est devenue essentielle dans la haute couture quoi, chez Alaya, la Balenciaga dans la Préfaux là que vous voyez au centre. Pas du tout austère comme le blanc qui peut être parfois un peu clinique, un peu impersonnel. Bah, d'ailleurs, des designers aussi côté Jill Sander, Zero, Totem, ils ont longtemps défendu ces neutres adoucis. Mais je trouve que justement, petit point, et je termine, c'est vrai que ce coquille d'œuf, il rappelle quand même aussi le papier, le fait main, l'artisanat, le plâtre vieilli, les textiles délicats. Donc peut-être du coup, ça peut pas juste évoquer, je pense que ce serait un peu réduire de dire juste, c'est bon, c'est la couleur pour être luxury et c'est un beige quoi. C'est pour ça que je trouve que coquille d'œuf, c'est un bon compromis en tout cas à ce qu'on a déjà vu. Next, maintenant qu'est-ce qu'on a en tendance? Des temps là. Complicit Playful Minimalisme. Pourquoi? Parce que au-delà du coup des couleurs sourdes que j'ai un déplay, on a quand même toujours ce mélange de légèreté, d'escapisme, color block, sans tomber dans l'excès quand même gratuit, mais un jeu qui est présent quoi. C'est juste il est cadré. On veut juste de la liberté, de la légèreté, consciente ou pas. Bon, franchement, on veut se faire plaisir, quoi. On voit aussi toujours un truc un peu années 50 quand même, dans une féminité qui revient sur le devant de la scène. Imparfaite, bon, elle est pas lisse, quoi. C'est une féminité dans la dentelle. La dentelle, c'est toujours quand même évocateur d'un truc un peu charnel. Très présent dans enfin, sur les runways. Justement, c'est pour ça que j'ai mis une version Dior, là, pré-fall 26. On a les fichus, là, que j'ai mis à gauche. Des volants, de la transparence. Voilà, des jeux de volume, du layering qui est intelligent, je trouve. Réappropriation, une femme qui accepte sa complexité, sa contradiction, a finalement porté, bah non, j'ai envie de porter ma nuisette en fait aujourd'hui quoi. Le mode 60s à la Twiggy, c'est un inévitable. Je suis sûr et certain qu'on l'aura dans le runway. Au moins ça a dépassé là le Miu Miu Prada quoi. Ça qui est bien. Mais en tout cas les esthétiques androgynes, clean, elles vont persister pour moi. On aura tout, bah, comme du coup ça fait sens avec le color block que j'ai dit plus tôt, mais juste un peu plus homogène. C'est moins quand même des clashs, c'est quand même des color blocks qui vont bien ensemble sur le cercle chromatique, je dirais. Ce twist quand même très 60s avec des robes, enfin des jupes courtes, des sandales plates, ça marche hyper bien quoi. Et c'est pour ça que j'ai mis la cover de V Magazine qui vient de sortir d'ailleurs. Et encore une fois, je pense qu'on vise pas trop loin non plus. Bon, mon tailoring, hein, il change pas, mais quoique, il a quand même été un peu revisité, je trouve. Parce que, en fait, bah, la Gen Z, pardon, hein, mais nous, Gen Z, on questionne un peu les classiques du sartorial, du trop sérieux. Là, ici, il est quand même assoupli, il est détourné, il est déplacé. Enfin, il est plus ironique, quoi, je trouve. Parce que, en fait, là, il y a des plis, des drapés, mais ils sont assumés. Bon, pas chez Margot Robbie, mais j'ai voulu mettre Margot Robbie parce attendez, pardon, masterclass de sa styliste, hein. Enfin, son styliste, pardon, en plus, n'importe quoi. Parce que c'est Andrew Makamal. Et en fait, il a stylisé, enfin, il a stylé aussi Hailey Bieber, Lily Collins, Margot Robbie, elle était en Saint-Laurent. Et à droite, c'était Phoebe Philo, veste. Bah ouais, je crois que c'était full look Phoebe Philo, hein. Vraiment tailoring, mais pas dans la rigueur. Pas dans la rigueur formelle. Office wear, mais moins rigide, quoi. Il est plus assoupli, plus subvertif, et moi c'est ce que je veux. Je veux un tailoring plus humain. Merci Phoebe Philo et tout le monde. Next, Glamour 2026, sûr et certain, inévitable. Sexy Radical, je l'ai appelé comme ça aussi. Euh, ouais, franchement, bah, avec la culture populaire, cinéma, on veut du dramatique, ostentatoire, sensuel, le sexy, transgressif mais pas trop. Franchement, je suis sûr qu'on l'aura un peu à la Dolce Vita. Petit tech, c'est qu'ici, mon glamour, il va être aussi dans les liens. Les liens, vous voyez, c'est pour ça que j'ai mis que des silhouettes qui ont des liens, comme des détails fonctionnels. Il y a un peu de hardware. En fait, je veux un truc très graphique. C'est un peu ce que je vois. En fait, qui souligne le corps avec comme des effets un peu de suspension légers, dénudés un peu. En fait, on décline l'idée de manière asymétrique ou pas, avec ou sans attache. En fait, tu as des liens de serrage sur des tops flous ou moulants, des grappes et des jupes, mais on veut vraiment un peu des croisements, on veut souligner le corps, mettre en valeur certaines parties.
mais on est tenu quoi. On est tenu, mais en même temps, il y a un truc un peu ouais, pornographique avec tous ces liens, évidemment. Next! Bon, le beau chic à la Isabelle Marant, et encore, je pourrais dire aussi à la Olivier Rousteing, pardon, mais cette collection dégueulasse. Pas compris. Mais forcément, je ne peux pas l'esquiver. Des robes bohémiennes, maxi maxi, motifs floraux, silhouette ample, toujours un grand folklore. Typique en fait de l'Europe de l'Est. Enfin, encore, si c'est encore actuel, pas sûr, mais voilà quoi. C'était un peu cette image que t'as quand tu portes du beau, un peu 70s. Mais palette terreuse, ça par contre c'est inévitable parce que une bohémienne, en fait, faut toujours porter des matières terreuses parce que ça rappelle la connexion à la nature. Et une bohémienne, évidemment, elle est un peu anti-technologie. C'est un peu ça. Enfin, c'est toujours l'essence en fait de la bohémienne. Au-delà qu'elle soit un peu baroudeuse et qu'elle voyage. C'est justement un voyage, mais elle n'est pas hyper connectée parce qu'elle ramène des souvenirs au gré de ses voyages. C'est un peu ça, quoi, l'archétype de la bohémienne. On a toujours nos petits prints animaux, mais cette fois, je trouve ils sont chiquifiés. Pas sûr du mot, mais vous voyez, les motifs serpents, ils sont quand même plus sobres. Et les motifs animaux plus sophistiqués parce qu'on est dans des couleurs moins habituelles. On n'est pas dans le léopard classique, là on est plus justement, on a du off-white, donc blanc cassé, du gris, là dans un orange, et en fait qui les met, je trouve, hyper bien en avant. Mon petit romantisme aussi, toujours de la transparence, jamais sexuel en tout cas de manière frontale. C'est très soft, c'est filtré, c'est un peu organique avec des volants qui font surface. Donc ouais, non, il y a toujours un vent de romantique. Le col Lavalière, franchement, mettez-le, j'en ai pas mis à part là en haut, là, dans l'image. Et vous voyez, en fait, justement, on peut être romantique avec des couleurs aussi un peu plus franches. C'est pour ça que je me suis permis de mettre cette robe moutarde, qui était, je crois, le premier ou le dernier look de Giambattista Valli. Point aussi sur les matières, je trouve, la soie, elle ne s'assoit pas sur ses lauriers. Jeu de mots. Non, elle laisse intentionnellement, je trouve, des plis. Ouais, je trouve là, il y a un truc vraiment de très assumé dans l'imperfection de la soie. Et ben, ça fait du bien. Les rayures aussi, elles cartonnent les rayures. Enfin, encore une fois, cartonne, on arrête. Mais elles se réaffirment vraiment cette saison et je pense sur les saisons prochaines, déjà par leur pouvoir graphique. Elles sont verticales, vous voyez, elles sont verticales, en oblique, horizontale. En tout cas, elles apportent vraiment une dimension, je trouve, chic quand même. Chic à la silhouette. Les carreaux, j'ai un carreau spécifique que je vais plus mettre à l'homme, vous verrez. Mais sinon, il y a les carreaux, et je trouve que ça soutient toujours bien l'office wear. Mais là, ici, même, voilà, là chez Courrèges, là au centre, petite robe, ça fonctionne totalement. Parce que les lignes, je trouve, elles sont quand même un peu simplifiées. Elles sont plus irrégulières, elles peuvent se chevaucher entre elles. Donc, Next Fleur, oh, le nom du titre, Flower Power, mais pourquoi j'ai mis ça? La honte. Ouais, je pense que vous voyez comme moi, les fleurs, elles sont adoucies. Elles sont miniaturisées, elles sont plus intimes du coup. C'est comme des petits bourgeons, c'est vraiment mignon. Elles peuvent être picturales avec un esprit un peu 70 chez Céline, poétique quand même dans une parka zippée chez Fendi. Je l'ai pas mis d'ailleurs, mais je l'ai en tête là. Imprimés floraux, ça revient toujours, mais ils sont un peu modernisés quand même. Je pense que ça va vraiment finir par devenir intemporel. Le cuir vintage patiné, enfin oui bien sûr, il est rouillé. Le denim il est sale. Enfin pourquoi? Parce que franchement on est dans un rejet du neuf, on veut de l'authenticité. Donc qu'est-ce qu'on veut? En fait tout semble déjà vécu. On est dans l'objet aimé, gardé, usé, pas dans l'objet statutaire quoi. Quand c'est usé avec le temps, on sait que c'est à soi. C'est comme les Doc Martens, quoi, elles vieillissent comme du bon vin, c'est un peu ça. Même les matières dures, justement, elles sont travaillées pour paraître plus souples, des vêtements plus habités, en fait. Que moi, je vois aussi, je sais pas si vous voyez, là, mon sac voyou, c'est totalement ça, hein. On est vraiment dans ce cuir patiné, hein, rouillé, qui, je pense, va vraiment la prendre le devant de la scène. Denim perlé, je suis convaincu. En plus, il y avait un article du Vogue, et même on voit un peu partout aujourd'hui, à l'heure où je tourne. 2016, The New 20, enfin 2026, on veut encore une fois du twist sur le denim, un peu de relief, et étant donné que le segment du bijou cartonne en ce moment, ça peut arriver par touche et aller jusqu'à nos baffes. Terracotta, l'argile brute, la brique, comme de l'ocre jaune, mais en fait, un ocre rouge, en fait, j'en peux le dire. Mais ça m'étonne pas d'ailleurs que les artisans chez Hermès ils utilisent ce registre avec cette couleur. Et non, et les mailles aussi aux couleurs mélangées, un truc un peu urbain. Vintage quand même. De toute façon, quand t'achètes de la maille, un truc très comfy, très confortable, tu t'imagines déjà dedans. Tu sais que ça va te tenir chaud, ça va te faire du bien. Un peu dans ce registre playful, mais moins minimaliste. Le jacquard, ouais, je l'avais dénoté parce que c'est hyper élégant. Ça va dans cette opulence vintage, ou un look antique un peu. Ça peut parfois avoir un look un peu antique. Mais là, c'est pour ça que j'ai mis volontairement des images un peu décalées. Là, t'as un côté un peu ladylike et à gauche, bon, je me suis permis de mettre un mec. Il y a un gars qui recherche pas du tout, enfin, un truc
en fait vachement casual. Et je termine sur mes petits access. Attendez, pardon, mais le sac pickpocket, moi je l'ai renommé comme ça, hein. Le pickpocket, je sais pas si vous voyez mon voyou là, mais il a pas de fermeture. Donc c'est vraiment une nonchalance, mais assumée. Parce que longtemps, tu sais, dans le métro, tu te le serrais contre toi, tu te glissais ou alors sur le bras, mais là non, désormais il est à bout de main, nonchalance totale. Je sais que je suis riche, quoi, donc que je me fasse voler ou pas, j'ai confiance en mon sac. Vous voyez, il y a beaucoup de franges. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de franges. Moi, j'y crois. Je trouve que ça marque, déjà, ça marque le mouvement. Ça habille nos sacs vraiment avec brio. Donc, j'y crois. Et puis surtout, info, historiquement, c'était prisé par les Indiens et les cow-boys. Mais parce qu'en fait, aussi, ça facilitait l'écoulement des pluies. Donc, c'est pour ça que les franges sont utiles et pas juste pour leur mobilité. Bijoux XXL. Je pense justement à la démesure au-delà des couleurs bloc, l'oversize dans les bijoux. Des grosses ceintures, là, si vous voyez, en haut, là, j'en ai mis. Et il y a un truc que je vais appeler, pour moi, c'est la sculpture oreille. Vraiment, tu as des boucles d'oreilles, BO, qu'on dit, maximalistes. Et franchement, ça devient des sculptures. Là, monoboucle, là, en bas à gauche, regardez, mais ouais, ça accroche au lobe, hein, vraiment, hernie cervicale. Diamants, cristaux qui font vraiment une insurrection, là, qui prônent déjà le bien-être jusque dans l'allure. Il y a quand même une force magnétique dans les cristaux. Moi, j'y crois. Pour moi, c'est des petits gris protecteurs entre synergie du corps et allure. Donc, ouais, vraiment, là, ça va reprendre le devant de la scène. Après, côté shoes, j'ai des sneakers quand même. Je sais pas si vous voyez, j'ai 5 images que j'ai mis à gauche. La Slim Sneakers, que bon, je trouve hideuse, mais voilà, why not. Les derby pointus aussi. Vraiment la chaussure masculine, en fait, à l'anglaise du 19e siècle. Et bah, qui a été revisitée par Lanvin et Jill Sander, là, sur la collection. Et la fleur, justement. Je vais venir. Déjà, alors voilà, t'as le backless en fait en second. Par contre, c'était quelle marque, mais c'était quoi? Chanel. Bon, bref, t'as du Chanel, Totem ou Kate, on va dire, qui était plus dans la retenue avec ce talon 60s. On l'appelle justement la glove pump. Parce qu'en fait, il y a comme une ouverture vers les orteils. Elle fait très ladylike et elle fait vachement sévrance en fait. Regardez vraiment l'épisode de sévrance, c'est vraiment ça. Au-delà de ça, t'as toujours ce maximaliste avec Dior. Donc Dior, c'est à gauche, là, la fleur, justement, c'est chez Dior. Givenchy que j'ai mis. Ces fleurs appliquées oversize. Et en fait, on a appelé cette chaussure la boudoir. Donc, c'est vraiment cette chaussure hyper élégante, mais en même temps, bon, extravagant, quoi. Mais tellement belle cette mule. Les initiés, je pense qu'ils espèrent plus d'accessoires, en tout cas sur nous. Et les broches aussi. J'ai pas mis les broches, mais moi, les broches, j'y crois. Ciao les laboubou, ras le cul. Et non, et d'ailleurs, les chapeaux, regardez au centre. J'ai mis des chapeaux. Je trouve là, chapeau en majesté, en veux-tu, en voilà. Et il y en avait beaucoup à la Copenhague Fashion Week. Donc, et c'est vrai que le street style, il affichait de mémoire un nombre record de pillbox hats qu'il y avait chez l'homme, chez Givenchy. J'étais grave déçu, je voulais vraiment en avoir un. Et les pillbox hats, pour moi, ils vont continuer. Ils gagnent leur intérêt parce que c'est un côté hyper rétro, donc c'est très élégant, très 50s, voire même années 40. Ça touche à fin années 40-50. Avec aussi les caps là, du coup, que nous a fait Balenciaga. Là, les caps, c'est des sortes de casquettes qui reprennent cet esprit un peu pillbox hat. Vous voyez, c'est des casquettes qui sont chiquifiées, hein. Des belles propositions là dans l'ensemble, mais ouais, franchement, il y a beaucoup de paradoxes, hein. C'est très fort. D'un côté, tu as une explosion de couleurs pigmentées, de l'autre, tu as une persistance très nette des couleurs sourdes. L'androgynie, la féminité, la couleur du retrait, de la protection de l'excès au moment de la peau et pas. Enfin, pour moi, la vraie tendance de fond, c'est qu'une mode, elle promet plus le futur, là, elle nous aide juste à habiter le présent. Donc, on accepte. Et ouais, ça fait du bien quand même de voir ces lignes s'assouplir. C'est une mode fracturée, mais bon, elle s'exprime quand même. Elle s'exprime. J'espère en tout cas que ça vous a donné des outils de lecture clés. Ouais, hâte de faire l'homme. J'ai hâte de faire l'homme. Vraiment, j'ai hâte de faire l'homme. Et ce nouveau matériel, je le refais là. Vraiment, cette petite bonnette là. Je sens avoir mon mec de la mode à deux doigts du podcast. À très vite. Ciao.